Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la deuxième journée de cet atelier. Moi, je m'appelle Eric Castel. Je me sens un petit peu imposteur ici parce que je ne suis pas du tout expert dans le domaine de système de navigation par satellite. Je suis un simple spectroscopiste. Je m'intéresse donc bien au domaine de fréquence, mais pas au niveau où vous l'utilisez pour commencer la matière. Par contre, je sais lire mon horloge et je vais donc bien tenir le temps et espérer qu'on va partir à l'heure pour le pause de café. Je suis aussi directeur adjoint du Centre spatial universitaire de Grenoble et je pense que c'est pour cette raison que j'ai été demandé de présider cette session. Je voudrais demander la première présentatrice de venir ici, c'est Catherine Grabé. Elle est directrice adjointe de l'Agence nationale de fréquence. Je pense que le R dans la ANFR est pour radio, mais je me fais corriger si ce n'est pas correct. C'est ça. Pas encore de l'agence. Je comprends que vous avez l'acronyme. Donc, je vous laisse la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir été invitée ici, je vous remercie. J'espère que ma présentation va répondre aux attentes. Je vais présenter en fait quelques actions de l'ANFR pour protéger le GNSS qui servent notamment au temps, parce que là on est plus sur le temps que la localisation dans votre colloque, contre les risques de brouillage. J'ai pas mal de slides, j'ai aucune idée du temps que ça peut mettre, donc je vais regarder les organisateurs qui me feront des signes pour que j'accélère le cas échéant, parce que c'est très modulable, et par contre après ça permet d'avoir peut-être des informations qui vont être lues. Alors, les données, je vais un peu devenir palissade pour vous, parce que je pense que j'ai affaire à des grands spécialistes. Mais c'est ce que je rappelle en général parce que la plupart des gens pensent au GPS pour la localisation mais pas pour la synchronisation. Et en fait les données du GNSS, les données PLT sont essentielles pour les deux usages dans énormément d'applications et souvent ceux qui utilisent ces applications, ces services, ces infrastructures n'ont aucune idée qu'à un moment donné ils récupèrent des signaux GPS ou GNSS, GNSS c'est au sens large, donc Galileo ou autre, pour de la synchro, du temps ou autre. C'est un peu le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils en dépendent et qu'ils peuvent effectivement avoir à vérifier que tout se passe bien. Alors les signaux sont véhiculés sur des bandes de fréquences dédiées en bande L. Il y a différents types de constellations, GPS pour les Américains, Galileo pour l'Europe, GLONASS pour les Russes, Beidou pour les Chinois, avec des services différents. En tout cas, la fréquence centrale de la bande L1 GPS et la bande E1 Galileo, qui sont les services basiques plus utilisés, sont la même fréquence. 1575,42 si je ne me trompe pas. Parce que, voilà. Pas forcément très lisible sur ces slides. Alors en France, on a des affectataires pour les agences GNSS. C'est différent d'un pays à l'autre. Les fréquences sont régulées avec des droits d'utilisation, des licences et autres. Ce n'est pas des fréquences libres en GNSS. Certains pays, c'est l'autorité de régulation qui a la main, on va dire, sur ces fréquences. En France, ce sont des affectataires comme les ministères, en général, l'ARCEP, le CSA qui s'appelle l'ARCOM, les différents ministères, le ministère de la Défense, qui ont des fréquences, l'aviation civile, la météo, la recherche, et qui peuvent, dans ces bandes de fréquences qui leur sont attribuées, faire des usages. Pour le GNSS, les fréquences ont été attribuées, et les affectataires de ces fréquences en France, qui sont au nombre de 3,
Donc on a à titre égal l'aviation civile, l'espace et le ministère des Armées. Donc si quelqu'un voulait un jour aller dans ces fréquences, il faudrait qu'il ait l'autorisation des trois. Donc je dis bonne chance. Mais c'est le cas si on veut mettre un répéteur. Ça peut arriver, on peut vouloir mettre un répéteur dans un tunnel pour répéter le GPS ou un pseudolithe. Il faudra néanmoins obtenir les autorisations. Donc ils vont vouloir, notamment l'aviation civile, bien vérifier que ça émet pas autour, parce que ça ferait une sorte de faux signaux autour, éventuellement du barrage. Voilà. Donc voilà, cette organisation-là. Le brouillage GNSS, qu'il soit intentionnel ou pas, et c'est toute la différence avec, je dirais, des attaques informatiques, souvent c'est vraiment volontaire, mais ça n'est pas moins grave. Donc ils sont intentionnels avec un brouilleur, hein, quelqu'un qui met un brouilleur dans son véhicule parce qu'il a un tracker et qui ne veut pas dire à son employeur où il va, etc. Ou bien qui utilise des brouilleurs pour commettre des vols de voitures de luxe ou autres, hein, elles-mêmes des trackers, donc ils utilisent un brouilleur GPS pour pouvoir partir avec, ou non, donc tout équipement radio, mais même les équipements électriques électroniques qui font des parasites électromagnétiques, qui tombent paf dans les bandes GPS, peut causer un brouillage. Et puis on a aussi la saturation par des équipements à côté, dans des bandes adjacentes, vu que les récepteurs GNSS sont très très sensibles. Donc voilà, le brouillage il va entraîner finalement le déni de service. Il peut aller jusqu'au déni de service des applications qui ont besoin de ces données pour fonctionner correctement, et donc ça peut créer des situations dangereuses pour la vie humaine, ou l'environnement, ou économiquement pénalisantes, si ça touche le maritime, l'anti-collision de l'AIS, si ça touche l'atterrissage des avions, enfin il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça peut avoir des conséquences plus ou moins importantes. Et les récepteurs GNSS sont effectivement très sensibles au brouillage, ce qui rend effectivement ces brouillages particulièrement probables sur un service extrêmement important pour beaucoup d'applications, pour recevoir justement localisation et synchronisation, parce que le signal GPS qui arrive ici est à peu près 1 million de fois plus faible que ce qui sort de votre téléphone, qui est déjà pas très élevé. Donc effectivement, on est dans le niveau de bruit. Du coup, ça rend aussi le brouillage, volontaire ou non, très, très, très facile. Alors, il y a eu un rapport très intéressant sur les effets d'une indisponibilité du GNSS par brouillage de l'écran. Ça peut être aussi les satellites en panne, des orages solaires, etc. Ou les récepteurs eux-mêmes en panne, ça arrive aussi. C'est avant de penser brouillage, des fois, ce sont les récepteurs qui ne fonctionnent pas. Rédigé par la CFDC, ça a été commandé par le CNRS et par le ministère des Transports. Il y a une partie publique et une partie France réservée qui est disponible sur demande pour les acteurs qui peut-être que vous l'avez vu. Et donc ils ont étudié les impacts à la fois côté localisation et aussi beaucoup côté temps, hein, parce que initialement c'était surtout sur le temps, mais ils ont fait les deux, sur différents secteurs de l'économie qui utilisent le GPS, sans forcément d'ailleurs tous savoir exactement où et comment, et donc la conclusion c'est qu'effectivement il y a des risques, il faut que ces secteurs analysent effectivement leur usage, voient s'ils ont un besoin effectivement critique, qui peuvent être affectés par des brouillages, pour notamment avoir des solutions alternatives. Un petit clin d'œil à Louis par exemple, mais voilà, de temps universel qui peut leur être fourni. Voilà, donc le leurrage, c'est un sujet qui était très militaire, ou des zones de conflit, donc c'est des faux signaux transmis sur le GPS, un leurrage du GNSS. C'est des sujets qui montent dans la presse côté aviation civile qui se plaignent. Alors ils se plaignent dans certaines zones encore, hein, pas forcément en France, mais les zones, ça peut être la Pologne, hein, c'est pas non plus une zone de conflit, mais les zones qui sont proches, on va dire, ou des zones de conflit, ou de pays qui sont brouillés un peu. Donc les Norvégiens sont très très habitués aux frontières avec la Russie, au brouillage notamment, et donc la problématique, c'est qu'ils peuvent ramener, le leurrage peut se passer dans un autre pays que la France, mais une fois que le leurrage a touché leurs instruments, enfin, est rentré dans leur système d'information, dans leur système, les différents systèmes de l'avion, de l'altitude et autres,
et ben la fausse information va perdurer jusqu'à ce qu'il arrive en France. Donc finalement, ça va nous toucher jusqu'en France. Donc ils ont maintenant des techniques, sur certaines zones, ils déconnectent certains systèmes de sécurisation. Moi, je trouve ça moyen, quand même, enfin bon. Et il y avait une conférence qui a eu lieu, j'en parlerai plus tard, par le forum InCyber, un petit déjeuner, et quelqu'un d'Air France était venu en parler de façon vraiment très honnête, quoi, très claire, et il y a du YouTube, enfin, regardez cette partie-là, éventuellement que je la retranscrive, parce que c'était vraiment, justement, il expliquait vraiment bien que ce risque, finalement, ben, c'est aussi un risque qu'il faut prendre en compte en France. Bon, on a la chance aussi que nous, dans le brouillage qu'on a trouvé, on n'a jamais trouvé de l'orage, et que dans les brouillages qu'on a trouvé, j'en parlerai, on n'a pas trouvé des choses, je dirais, trop offensives. Donc, parce qu'effectivement, quelqu'un qui veut faire quelque chose d'offensif, bon, évidemment, le leurrage, c'est offensif. Après, on peut avoir du leurrage, c'est quand même un risque, je dirais, du leurrage non volontaire. Alors, les gens me regardent bizarrement quand je dis ça, mais généralement, le leurrage, c'est quand même, on change les signaux. Mais je parlais des répéteurs GPS ou des pseudolithes. Vous êtes dans un bâtiment fermé, un hangar, le GPS ne passe pas. Vous avez des pièces d'avion, vous voulez les localiser, vous voulez avoir une sorte de GPS, ou vous faites une fausse constellation, ou vous faites un répéteur GPS avec une petite antenne qui récupère. Et si ce n'est pas bien maintenu à l'intérieur, le signal, comme le signal qui vient des satellites extérieur est très faible, il va sortir. Et s'il sort à l'extérieur, les gens vont avoir une position qui pourrait être erronée, parce qu'elle va être une position qui est à l'intérieur du hangar alors qu'ils sont à l'extérieur. C'est arrivé à Hanovre, sur l'aéroport, en Allemagne. Il y avait un hangar avec un répéteur GPS pour trouver des pièces d'avion, des avions, etc. Et le répéteur s'était mis à réémettre à l'extérieur, il était mal confiné, où il y a eu un problème. Les avions qui passaient au-dessus voyaient sur leurs instruments, enfin récupérer ce GPS-là qui était plus fort que l'autre, donc ils voyaient l'autre, et ils pensaient qu'ils étaient au sol et remettaient les gaz. Voilà, c'est un peu gênant. Donc et c'est un sujet sensible parce que dans les tunnels et autres, des gens peuvent vouloir effectivement installer ce genre de système, ça existe dans certains métros à l'étranger. Voilà, il faut qu'on s'assure que les gens sont au courant, qu'il faut vraiment porter une très forte attention. Il y a des recommandations de l'ECC au niveau européen, la conférence des postes et communications. Il y a des recommandations, il y a ensuite des tests à faire, des autorisations à avoir par ceux qui sont affectataires des fréquences, pour effectivement éviter tout ça. Il y a eu des tests comme ça qui ont été faits dans le métro de Toulouse. Je ne sais pas si depuis ça a été mis ou pas mis, mais en tout cas, bon, les tests étaient concluants, on avait participé. Voilà, mais je ne sais pas si c'était plus loin, et c'était effectivement bien maîtrisé. Mais si les gens ne nous connaissent pas aussi pour ça, quand ils veulent mettre ça, ils peuvent effectivement faire des choses qui pourraient être gênantes et très problématiques. Alors, le brouillage du GNSS, et moi je dis ça de tous les brouillages, j'ai vraiment... c'est un domaine qui est assez peu connu, on parle beaucoup de sécurité numérique, de cybersécurité. Les brouillages, personne vraiment n'en parle, personne ne sait ce que c'est un domaine très très pointu, les fréquences et autres. Ceci étant, alors là je parle du GNSS, quand on a besoin des infos du GNSS et qu'elles n'arrivent pas parce que la fréquence est brouillée, donc la liaison hertzienne est coupée, la disponibilité des données importantes tombe. Donc disponibilité des données, c'est quand même un des trois axes, alors je vais aller sur celle d'après, c'est un des trois axes fondamentaux de la sécurité de l'information au type réseau de 27001. Et en même temps, le brouillage, si il empêche certaines données d'arriver qui étaient essentielles pour le fonctionnement, la continuité de fonctionnement, ben on va avoir un arrêt de fonctionnement de tel ou tel service, d'une antenne 5G par exemple, on a eu le cas, qui avait pu sa synchro par le GPS, et qui a pu fonctionner en TDD, parce que le TDD demande une synchro très très fine. Et ben on va avoir un délai de service d'application qui est aussi finalement une menace cyber. Donc après, il y a des tas de discussions, cyber, sécurité numérique. Alors maintenant, il y a aussi la cyber-OT, la cyber de l'industriel, pour les processus industriels, versus la cyber-IT pour les systèmes d'information plus administratifs. Ils se disent, ah oui, mais finalement, c'est en train de se mélanger. Puis alors après, on peut parler au niveau plus militaire, malgré tout, parce que quand on parle brouillage, on peut penser, c'est quand même un des domaines qui fait de la guerre électronique depuis un certain temps.
puis on en entend pas mal parler, malheureusement, avec l'actualité. On a la cyberguerre et on a la guerre élec. Aux États-Unis, c'est quand même de plus en plus imbriqué. En France, ils commencent à penser qu'effectivement, il faut bien imbriquer les deux. Donc, voilà. Mais c'est des domaines, effectivement, qui. Le domaine des brouillages est quelque chose qui mérite de rentrer vraiment dans les analyses de risque numériques qu'on a. L'ANSSI, vraiment, sécurité de l'information, a fait un guide sur la sécurité des objets connectés. Donc, effectivement, on va penser Industrie 4.0, on va penser les capteurs connectés, etc., qui utilisent en général le sans-fil. C'est vrai qu'ils ne fassent pas de sans-fil, l'objet connecté. Je sens que ça fait beaucoup de fils partout dans les rues. Et bien, ils ont quand même mis le brouillage dans les risques. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. C'est juste un risque en plus qui se traite un peu différemment, malgré tout. Le profil d'attaquant, si on fait la méthode des bios, ce n'est pas super adapté au brouillage, mais pourquoi pas tenter. Donc, en tout cas, dans le rapport FDC, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est intéressant de voir comment ils ont fait. Mais effectivement, on a beaucoup de canons non offensifs intentionnellement, on va dire. Non intentionnel, c'est plus complexe, parce que quand on est négligent, c'est quand même intentionnel quelque part. Enfin, on est responsable. Si on utilise des fréquences sans autorisation, si on ne maintient pas en état ces équipements, il y a quand même une certaine intentionnalité. Donc après, c'est un peu compliqué, mais disons que c'est pas forcément hyper offensif. Quand je mets un petit brouilleur dans ma voiture parce que je pense que ça va brouiller avec l'habitacle et que mon employeur ne saura pas où je suis, mais que je ne sais pas que ça brouille à 2 km au-dessus d'un avion, c'est ça quand même en fait. Mais initialement, c'est pas offensif intentionnellement. Si je sais que ça brouille à 2 km au-dessus, bon après ça devient différent, mais et c'est vrai qu'il faut qu'on communique. Mais voilà, l'espace géographique il est un peu différent des attaques informatiques, c'est sûr. Parce que nous, en général, c'est à côté, plus ou moins loin, mais ça reste sur le territoire. Ici, c'est le territoire voisin, on a des accords aux frontières. Et les investigations, c'est très physique et c'est très c'est terrain, avec des lois spécifiques aussi du Code des postes et communications. Donc la réponse de l'ANFR pour le brouillage, l'ANFR, on est un établissement public administratif, on est sous tutelle de Bercy, du ministre en charge des communications électroniques. Voilà. Nos missions sont définies dans le Code des postes et communications électroniques et on agit, alors on a 3 domaines. On fait la planification au niveau international, donc c'est l'évolution des bandes de fréquences, les nouveaux usages. Alors j'ai pas encore montré le spectre, j'espère qu'il est sur un des slides, mais le spectre des radiofréquences qui est géré donc, par l'agence pour tous les usages, tous les utilisateurs. Et il évolue tous les 4 ans au niveau international et ensuite après au plan national, dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences, au niveau des services, des usages, etc. Parce qu'il va y avoir il y a des nouveaux besoins, il n'y a pas de place, c'est un espace restreint, mais les gens se battent, on les aide à se battre au niveau international, on représente la France pour qu'il puisse y avoir des évolutions, mais qui permettent les nouveaux usages, mais qui n'empêchent pas les anciens. C'est toujours très compliqué. Et ça rend effectivement les risques de cohabitation et de problèmes de voisinage plus importants aussi. Et puis de manière curative, on a des cas de brouillage. Les cas de brouillage en général, c'est 1500-1800 cas signalés par an. Et on ne signale pas tout. Plus on sera connu, plus on signalera de choses, c'est évident. Sachant qu'il y a des nouveaux usages aussi constatés. Alors on a des pouvoirs d'enquête, on a des agents qui sont experts, qui sont assermentés habilités, et qui se déploient sur site à partir de nos services en région. Voilà, et on a les zones en couleur qui sont couvertes par ces différents centres. On a un cadre légal qui rend tout ce qui est utilisation illégale de fréquences, brouillage, et toute activité avec un brouilleur, si on n'est pas étatique sous le cadre d'un besoin de défense nationale, sécurité intérieure ou des prisons, type la santé qui était un peu proche de l'Observatoire de Paris avec certains brouilleurs, bref. Petite allusion à un cas de brouillage qui a été compliqué quand même pour l'Observatoire. C'est interdit, ce sont des délits, 6 mois de prison, 30 000 € d'amende. Ça paraît pas mal, c'est pas énorme au sens des parquets de la police, c'est un niveau faible.
Il y a des évolutions qui sont discutées en ce moment dans le projet de loi résilience, qui sont proposées dans le projet de loi résilience dans un paragraphe cyber, justement, on est bien ça comme la cyber, pour permettre, notamment si les gens embrouillent de façon réellement offensive et qu'ils éteignent, qu'ils allument, qu'il y ait plus flagrance, qu'il puisse y avoir quand même perquisition, donc il faut des peines plus importantes. C'est toujours des maximums, mais l'idée c'est de dissuader, parce qu'on voit bien que la vente de brouillard sur Internet, ça a l'air de fonctionner, quoi. Malheureusement. Ça vient de sites loin de France, pour lesquels c'est difficile de vraiment faire quelque chose, et les plateformes ne sont pas obligées de vérifier les entreprises qui vendent sur Internet. On peut faire enlever les pages, on l'a déjà fait, on fait des pages, on est assermenté habilité, on fait des copies des pages, on dit voilà, toutes ces pages, il faut les enlever, il y a des brouillards, on a pas le droit de vendre ça en France pour monsieur et madame Bichu. Ils vont les enlever. Puis deux jours après, il y a des sites chinois qui ont des choses. Enfin, chinois souvent, pas de chinois dans la salle, c'est bon. Mais c'est vraiment compliqué. Et puis on a un cadre légal aussi, les équipements ne doivent pas brouiller de façon intrinsèque quand ils sont conçus. Il y a 2 directives pour ça, et il peut y avoir des contrôles a posteriori quand ils sont mis sur le marché. Donc c'est à la fois des appareils radio, c'est classique, un appareil radio, on se dit oui, il ne faut pas qu'il émette pas dans sa fréquence, en dehors de sa fréquence trop fort, il émet, voilà. Donc, mais une lampe LED, c'est aussi source potentielle de brouillage, et il y a aussi des règles, et c'est des cas de brouillage qu'on a de plus en plus et qui sont assez complexes. Voilà. On a des équipements assez sophistiqués pour les brouillages de rage du GNSS. On avait commencé par tester un appareil à nous, d'autres appareils qu'on a fait. On a testé un petit appareil qu'on tient comme ça, mais qui voyait trop de brouillage, finalement, qui avait trop de faux positifs. On a fait pas mal de choses. On avait acheté aussi un capteur à une entreprise anglaise qui avait participé à un projet européen, qui avait mis plusieurs capteurs en Europe pour voir le nombre de brouilleurs dans des véhicules qui passaient. On voyait qu'il y avait quand même... il y en avait plusieurs par jour. Et puis à droite, c'est le petit capteur, je dis petit parce qu'il n'est pas grand, mais qu'on a acheté et qui nous sert pour intervenir en cas de brouillage quand on est au bord des routes, et qui nous permet de détecter quand il y a un brouillage qui passe. Maintenant, on a aussi la version avec analyse spectrale, ce qui permet d'avoir l'alerte brouillage, et en même temps il prend la photo du spectre, ce qui permet d'enlever aussi des faux cas qui sont juste du bruit. Voilà. Donc je mets quelques slides sur cet équipement. Ça fonctionne avec le signal sur bruit, notamment. C'est intéressant parce que ça fait aussi de l'orage. Voilà. Voilà, on regarde les évolutions de SNR. Voilà. Et puis on a 2 versions, donc la plus élaborée avec le spectre. C'est un peu plus sophistiqué du coup, mais c'est vraiment nécessaire pour éliminer des faux positifs. Voilà. Quand on met ça au bord d'une route, alors on a des alertes pour des brouillages, on va nous dire tiens, il y a des avions qui de temps en temps voient un brouilleur, etc., un brouillage GPS quand ils arrivent sur tel aéroport, notamment Lyon-Bron par exemple, parce que Lyon-Bron il n'y a plus d'ILS, c'est juste atterrissage au GPS, donc du coup il signale plus que peut-être l'aéroport d'à côté où certains vont aller ce soir. Celui-là il y a de l'ILS encore, donc soyez rassurés. Et parce que quand il y a du brouillard et qu'il n'y a pas de GPS sur un rapport GPS, c'est un peu gênant quand même. Je ris, mais c'est... Bon, ils arrivent à se sécuriser quand même. C'est un domaine qui a des méthodes, je dirais, d'organisation en cas de brouillage pour éviter tous les risques. Mais voilà, ça reste quelque chose que certains pilotes quand même signalent, parce qu'effectivement, ça peut les obliger à des manœuvres différentes, ou pire, aller sur un autre aéroport et détourner. On met ce système en fait au bord de la route, et puis alors en fait il faut quand même qu'on ait des choses qui reviennent régulièrement, c'est-à-dire que si c'est un cas de temps en temps, ça va être plus compliqué. On croit qu'on aborde encore des solutions peut-être plus automatisées, mais si quelqu'un tous les matins, tous les soirs passe avec son petit brouilleur, celui-là on va le trouver. Je vous parlerai après. On met des opérations, d'ailleurs, quand il y a des brouilleurs, à un moment donné, quand il y a brouilleur, hop, on passe dans le mode où on va demander le soutien d'un OPJ. Pourquoi ? Parce que déjà on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc il y a le côté sécurisation de nos agents.
On a beau avoir des pouvoirs de police spéciales, on n'est pas non plus, on n'est pas Rambo, donc on se sécurise, donc eux ils ont les moyens. Parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui veut juste pas être traqué ou quelqu'un qui fait des activités criminelles. Il vaut mieux éviter quand même de se retrouver dans des situations dangereuses. Et puis on veut pouvoir saisir tout de suite l'équipement parce qu'en France, la possession du brouilleur est également illégale. C'est-à-dire que l'usage, oui, sauf évidemment dérogation étatique et autres, mais la possession également. Et donc on veut pouvoir repartir avec pour pas que ce soit réutilisé. Et autant on peut saisir des équipements radio, mais il faut l'autorisation du procureur, c'est quand même assez complexe. Les OPJ ont plus l'habitude de tout ça. Autant aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, telle qu'est la loi, le brouilleur n'étant pas un appareil radio, alors ça, je sais que personne ne va me croire, mais dans la définition européenne et autres, il n'est pas un équipement radio, il n'est pas couvert par la directive des équipements radio, il est couvert par la directive CEM de la compatibilité électromagnétique, c'est un équipement électrique électronique parce qu'il n'émet pas à titre intentionnel des informations pour faire de la radionavigation ou des communications. Ben non, il fait l'inverse, il communique pour empêcher. Donc, de ce fait, de façon non logique, enfin non immédiate, ben, il n'est pas considéré comme un équipement radio, donc ça crée des petites choses, des fois, il faut être dans la réglementation, il faut être très précis. Donc, pour toutes ces raisons, et puis des fois, ils nous permettent aussi d'avoir accès à des moyens, je dirais même fantastiques, parce que là c'est sur une vedette sur la Manche, pour rechercher un brouillage qui gênait des pêcheurs, rechercher un brouillage effectivement sur la mer, peut-être une balise et autres, et donc voilà, ils ont embarqué nos agents toute une journée pour faire cette recherche. On a fait des tests en hélico aussi. Alors, avec la sécurité civile, et puis on travaille avec la gendarmerie à ce moment. On fait aussi un certain nombre d'actions pédagogiques. Je fais ça, je le montre en fait, je peux voir. Un certain nombre d'actions pédagogiques aussi. On traite les brouillages, mais on va aussi essayer de prévenir ou d'augmenter la résilience quand il y a le brouillage, parce qu'on ne peut pas prévenir tous les brouillages, hein, le risque zéro n'existe pas. Alors, les actions pédagogiques, c'est sécurisation du spectre, donc c'est rappeler cette réglementation des fréquences, des équipements, on ne prend pas n'importe quoi, il faut qu'il y ait un marquage CE, on utilise comme le mode d'emploi le dit, etc., pour qu'il reste conforme comme il doit l'être, et donc de ne pas causer de brouillage. Pour cette communication, on fait des articles aussi dans notre newsletter avec un rappel réglementaire, avec différents cas de victimes, différents cas de cause de brouillage. Parce que c'est tellement en fait, c'est un sujet qui est très pointu, enfin, c'est une niche, et on essaie d'atteindre quand même le plus grand, parce que finalement, tout le monde utilise des fréquences, c'est bien ça le problème. Ça permet aussi d'être mieux connu quand nos agents vont taper à la porte de monsieur ou madame Michu, qui ne comprennent pas pourquoi, finalement, c'est leur ampli télé qui brouillait l'aviation civile. C'est vrai qu'il faut beaucoup de pédagogie, mais si on est un peu plus connu, c'est plus simple aussi, parce qu'ils peuvent vraiment, les gens sont un peu inquiets. Ils voient notre carte, ils ne connaissent pas l'agence, ça va être plus compliqué de pouvoir avancer. Voilà, on a fait un petit bouquin, j'en ai un. Pour quelqu'un, un seul, pour l'organisateur. Sinon, il est téléchargeable. Et on l'a fait aussi en anglais. C'est des enquêtes qui sont en ligne aussi tous les mois. Donc, on a 25 enquêtes dedans, et puis on continue de publier tous les mois, presque tous les 2 mois, d'autres enquêtes sur les brouillages. Dans ce livre, il y a plusieurs cas de brouillage GNSS. Et puis, si c'est repris dans les médias, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, on essaie d'atteindre une cible un peu plus large. Donc on a eu quand même, on commence à faire connaître un peu plus cette problématique. On a eu le Monde, enfin tout le monde ne dit pas le Monde. On n'a eu que choisir, c'est bien, mais c'est sur abonnement, mais c'est vraiment intéressant. Et puis TF1 et France 2, donc ça c'est, bon après c'est passé, après c'est oublié, mais c'est vrai que ça c'était vraiment pas mal pour faire connaître cette agence que nous disent très discrète. Voilà. Donc quelques éléments. Là c'est nos agences, c'était un cas de brouillage par répéteur à Paris. On est sur les toits de Paris, là en train de chercher avec les antennes d'où vient le fameux signal qui perturbait une vingtaine d'antennes. C'était monstrueux. Voilà, et puis là c'est France 2, donc c'est côté de Lyon.
qui sont venus parce qu'on a un site à Saint-André-de-Corcy donc, qui couvre notamment Grenoble. Voilà. Il y a des colloques aussi, et puis dans les actions de sensibilisation des acteurs critiques, parce que dans l'autre, il y a un pan où on a fait une fiche pédagogique voilà, sur les risques des brouilleurs, pour essayer de dissuader évidemment l'achat et l'utilisation, mais on essaie aussi d'augmenter la sensibilité des acteurs critiques, enfin qui utilisent le NSS de façon critique, à se dire, il faut que je pense à ce risque, dans ma liste de risques, il ne faut pas que j'oublie que le brouillage peut arriver, parce qu'on a vu c'est assez facile. Donc je le mets dans mon analyse de risque, et du coup je vais vérifier où je l'utilise, je vais vérifier si ça peut arriver, je vais voir si je peux avoir une solution alternative, et puis surtout je vais essayer de savoir comment j'alerte l'ANFR, c'est très simple. Il y a des formulaires pour ça, si on n'est pas affectataire des fréquences, pour qu'ils interviennent, parce que finalement la meilleure résilience, c'est quand on a mis fin au brouillage. Mais ça, on a un secteur qui est extrêmement sensibilisé, et encore, il ne remonte pas tout, c'est l'aviation civile. Mais le maritime n'était pas encore vraiment sensibilisé, ils sont habitués à nous envoyer des brouillages de VHF, etc. Voilà. Et puis, GNSS, c'était encore... puis ils avaient du mal à se dire, tiens, c'est ça, c'est pas ça. On a eu un cas avec des Philippines notamment, on a eu un autre cas où ils n'ont pas alerté. Donc, il y a eu la décision de traiter ça au comité interministériel de la mer avec le ministère des Transports. Donc, on a fini, après un temps assez considérable, pas mal, ça a été assez long à faire parce que c'est assez détaillé. Alors, il n'est pas en ligne, j'espère qu'on va le mettre en ligne, mais il a été envoyé simplement aux acteurs et pour le réenvoyer. Il est assez précis, c'est un guide qui analyse quand même pour les secteurs maritimes, fluviales et portuaires, qui fait une première analyse de risque assez détaillée, qui va regarder vraiment où est utilisé le GNSS dans plein d'applications. Et sur les ports, c'est encore pire, parce que sur les ports, finalement, il y a aussi les communications électroniques, la météo, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, vraiment l'électricité, les réseaux de... Et donc, bon, l'analyse n'est pas finie, si on veut vraiment la faire, c'est un sacré boulot, mais ça montre effectivement qu'on a besoin dans plein d'applications. Donc on s'adresse à tous les acteurs du domaine, qui sont aussi extrêmement nombreux, extrêmement variés, donc ça c'est tout petit, c'est le sommaire, mais vraiment on a analysé les usages dans plein de domaines, on a analysé les risques d'un brouillage dans plein de domaines, et après on a regardé où utiliser le GNSS dans le maritime, donc là c'est une des images, mais il y a notamment l'AIS qui ne fonctionne plus, l'anti-collision sans GPS, à la fois pour la synchro, mais à la fois pour la localisation, mais aussi il a besoin pour sa propre synchro. Et puis, à la fin, finalement c'est comme de la cyber classique, on a fait, ça c'est le résumé des conseils, c'est une vraie analyse de risque, je dirais, classique, de risque numérique. Donc il faut déjà voir où est-ce qu'utiliser le GPS, il faut regarder comment on peut augmenter sa robustesse, on prend plusieurs constellations, on prend des solutions alternatives, etc. Enfin voilà, il y a pas mal. Et surtout comment on détecte qu'on est brouillé. Alors peut-être pas qu'on est brouillé, mais au moins qu'on pense que c'est un brouillage. On pense que c'est pas son équipement qui est en défaut, on pense que c'est un brouillage. Et là on a regardé tous les équipements aujourd'hui, les alertes qu'aujourd'hui il peut y avoir, les vérifications entre la carte, etc. On peut avoir des équipements spécifiques, enfin voilà, ça c'est le plus important et le plus complexe en fait, c'est que tout d'un coup les trucs ne fonctionnent plus, donc il y a des alertes, des alarmes, des choses, des fois non. Enfin, il faut vite s'en rendre compte, ne pas s'en rendre compte, c'est utiliser ou des fausses positions ou des fausses informations, parce qu'on est resté sur ou effectivement et ne pas pouvoir réagir. Donc ça c'est le nerf de la guerre, donc on a donné quelques pistes, mais on a travaillé avec vraiment des spécialistes de différents domaines, phare et balises, navigation maritime, etc. Enfin, on a vraiment essayé d'aller pas mal dans les détails, encore du boulot, quand même. Mais ce guide, voilà, essaie d'aller vraiment pas mal au fond pour qu'il y ait une prise de conscience et puis surtout des bons réflexes. Voilà, simplement. Alors pour signaler un brouillage aussi, on rappelle dedans, parce qu'on a fait un formulaire spécifique, on a dit les fréquences GNSS, c'est à 3 affectataires, aviation civile, espace CNES et ministère des Armées. Donc eux, quand ils ont un brouillage, ils peuvent demander une instruction de brouillage, chez nous, une intervention, qui s'appelle une DIB,
pour leur fréquence. En général, au moment d'une intervention, pour ses propres fréquences. Donc ça, c'est facile, il y a un formulaire spécial, ils expliquent tout. Mais en même temps, le GNSS est utilisé par toutes les autres applications. Donc on s'est dit, mais comment ils vont faire? C'est pas une fréquence libre, hein, parce qu'on a aussi un formulaire, je suis brouillé, mon portail s'ouvre plus, tatata, c'est une fréquence libre, ça arrive. On intervient, pas toujours. Mais si c'est. Parce que souvent on va trouver effectivement un appareil en défaut qui cause de soucis. Si c'était de la saturation, si par exemple je suis brouillé en Wi-Fi, et c'est juste qu'il y a trop d'utilisateurs qui sont tous dans les clous, bon là, il n'y a rien à faire, c'est de la saturation, c'est le pendant d'une fréquence dite libre, gratuite. Il y a des règles, mais si tout le monde suit les règles et qu'ils sont trop nombreux, on peut rien faire. Par contre, on a des fréquences libres en ce moment qui sont brouillées par des équipements électriques qui n'utilisent pas leur temps de cycle, hein, des stations autonomes de la même fréquence qui ne sont pas dans les clous. Donc là, on va terminer. Bon, bref, en tout cas, pour les fréquences pas libres, normalement, c'est l'affectataire qui a le droit de dire je suis brouillé, j'ai un problème. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de téléphone mobile quelque part, il faut demander à l'opérateur de voir s'il est brouillé et c'est lui qui vous demandera. Bon, voilà, on a fait un petit formulaire spécial pour que tous les géomètres, le maritime, les opérateurs mobiles, quand ils sont sur le GPS, puissent nous signaler. Ce n'est pas leur fréquence, mais il faut qu'on puisse intervenir. Bon, c'est aussi une sensibilisation qu'on essaie de faire. Voilà. Et puis le nombre de brouillages GNSS signalés n'est pas si énorme que ça. Vous voyez, ça reste léger, à peu près 10 par an ou un peu moins. Après, si on met notre capteur JAD là, au bord d'une route, sur certaines routes, c'est 5 à 10 par jour. Sur d'autres, dans une ville, là, j'aurai les conclusions bientôt, il y avait des jours avec 0, des jours avec 2, des jours avec 1, enfin, il y en a partout, quoi, en fait. Il y en a partout, quelque part. Donc, mais ça, si la victime ne s'est pas détectée, ne se rend pas compte, ne sait pas quelle est les fréquences et autres, elle risque de jamais le dire. Si c'est intermittent, elle va dire tant pis. Sauf que si c'est intermittent tous les jours, on va pouvoir quand même le traiter et ça permet de dissuader après les autres. Parce que quand il y a de la com dans les médias et autres, les gens se disent après, bon, quand même. Puis s'ils risquent de passer un petit moment devant le juge, ils n'ont peut-être pas grand-chose en sanction, encore que si les sanctions augmentent, il y en a peut-être plus. Mais au moins, ça dissuade pendant un petit moment. Alors, les sous-déclarations, c'est que c'est surtout l'aviation civile. Et puis même le secteur aérien qui est très mature, il nous filtre par rapport à tout ce qu'il reçoit, parce qu'il dit qu'on ne va pas y arriver, etc., ou c'est la même seule fois. On a alors les sources de brouillage très diverses, hein. Brouilleurs illégaux, équipements électriques, victimes très diverses aussi, comme je disais, mais le temps universel, hein, un certain observatoire, qui a fait les frais de brouilleurs autorisés, on va dire, mais qui n'étaient pas... était un peu trop fort. Voilà. Et puis, voilà, quelques cas de brouillage. Le cas un peu classique qui nous a fait commencer un petit peu à plus communiquer, parce que le monsieur qui a mis ça dans sa voiture, il pense, parce qu'il achète ça sur Internet, on lui dit ça brouille 5 mètres autour, oui, mais en fait ça brouille plutôt 500 mètres autour et 2 km au-dessus, pour un truc à 10 € avec très faible puissance, parce que le GPS est très faible. Il était égaré à l'aéroport, il empêchait les avions de décoller parce qu'ils ne pouvaient pas initialiser leur position. C'est moyen, ça a fini au tribunal, ça nous a permis d'avoir Ouest France, de communiquer, de commencer à faire un petit peu de sensibilisation. Ça, c'est un cas, nos agents, quand ils reviennent d'une intervention dans leur véhicule labo, ils vont mettre sur la fréquence GPS. Et donc, ils vont voir s'ils ont tout d'un coup des choses, un gros bruit, un signal qui ne va pas, un brouilleur. Et puis ils suivent dans le feu des voitures, ils repèrent qui c'est. Après, ils font intervenir, on signale aux forces de l'ordre, alors en zone police ou zone gendarmerie, pour pouvoir intervenir et puis stopper ça. D'ailleurs, le suivi judiciaire, bien entendu aussi, hein, c'est l'OPJ après qui reprend la main pour faire le PVI, hein, une infraction et pas nous, mais voilà, c'est quand même assez problématique parce que on a vu, hein, ça gêne autour sur une zone très large. Ça peut vous gêner si vous vous garez près d'une antenne relais qui a du GPS. Au bout d'un certain temps, il y a un délai, au bout d'un certain temps, sa synchro tombe et elle tombe. On a eu un cas de brouillage d'une antenne relais, il y avait une antenne relais 5G. Les opérateurs se sont dit « Ah oui, vous m'avez dit, on peut, pour le brouillage GPS, il y a un fil. » Oui, dites-nous, on va vous aider, on est là pour ça. Donc on est intervenu, et le GPS était brouillé tous les jours. Alors, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une lampe à côté, un truc LED, un machin, une boutique, on ne sait pas trop. En fait, alors c'était beaucoup plus bête que ça, sauf qu'ils avaient quand même perdu leur antenne pendant plusieurs semaines. C'est que leur antenne GPS était au sommet,
Cette antenne, il y avait leurs propres antennes, mais il y avait d'autres opérateurs dans des fréquences pas tout proches, 1800 et autres, mais ça suffisait par cette puissance à saturer la réception du récepteur GPS qui est très sensible. Le récepteur GPS mis plus bas, tout fonctionne. Donc la saturation, c'est aussi un risque assez considérable. Quand il y aura la téléphonie mobile ou autre en bande L, ça va être compliqué. Alors, on a eu aussi des brouilleurs côté Lyon-Bron, mais côté Marignane. Marignane, c'était en fait un trafic d'essence par des camions-citernes. C'est un peu plus sensible comme affaire quand même que quand c'est un camionneur qui a son brouilleur. C'est pas méchant, mais là, c'était un peu plus criminel. On a eu aussi, le Figaro avait repris avec de la presse, donc c'est intéressant aussi parce qu'après ça fait tomber quand même, quand on a un capteur au bord d'une route, après pendant un moment c'est très très calme. Puis après ça reprend un peu, mais les gens se disent bon, je passe pas inaperçu finalement, je me fais attraper. Voilà, donc c'était pas Saint-Exupéry, en fait c'est Lyon-Bron. Je vous rassure pour ce soir. Voilà. Côté Lille, là on a eu des échos du SAMU, c'est un peu plus embêtant quand même, bon, les avions aussi, mais les échos du SAMU qui perdaient le GPS quand ils arrivaient près de Merville, donc c'est l'aéroport, et on a trouvé, il y avait plusieurs causes, on a trouvé un brouilleur dans un véhicule, il était arrêté, donc on a attendu que la police arrive pour le saisir. Le premier, là qu'on voit, qui se met en fait sur la prise, je sais pas, numérique. OBD. Voilà. Je peux le dire. OBD2 même. OBD2, voilà. Maintenant on a ça, parce que souvent c'est sur les hallucigars, maintenant c'est des trucs comme ça. Et puis les deux autres là, c'était beaucoup plus. Alors parce qu'on dit super, on l'a trouvé, c'est bien. Et puis la maison s'est dit non, c'est pas fini, il y a toujours brouillage. Donc ils y retournent le lendemain. Ils cherchent, et là ils ont trouvé, ils sont tombés devant une maison, pareil, alors on appelle les gendarmes, là c'est une gendarmerie. On a un protocole avec eux, donc les coopérations se passent très bien, ça va très vite, parce que sinon il faut expliquer quand même très longtemps ce qu'on fait, on est encore un domaine justement qui a besoin d'être connu pour aller plus vite. La personne était un peu, pas forcément sympathique, donc c'était bien de ne pas être seule non plus. Et en fait elle avait, donc on rentre, on trouve le brouilleur dans la maison, et il est éteint, et puis tu dis non, c'est bon, voilà. Et les agents disent mais c'est bizarre, ça brouille toujours. Et en fait, il y en avait un dans la maison, dans la baraque au fond du jardin, aussi, la cabane de jardin. Les raisons sont assez étranges. Je pense qu'il ne savait pas mettre le GPS, il avait acheté des brouilleurs multibandes, téléphonie mobile et autres, un petit peu paranoïaque ou autre. On a tous les cas de figure, mais il brouillait bien. Non, c'est terrible. Là, c'est pareil, c'est à nouveau les camions-citernes, mais c'est 3 ans plus tard. Comme quoi, à Marseille, voilà. Finalement, ils sont parlé une fois, mais c'est un sujet qui reprend. Donc, mais ils sont réattrapés par l'agence, ils vont finir par comprendre que finalement, ils émettent, et on les voit. Et que finalement, ils pensaient brouiller pour ne pas être vus, mais en fait, en brouillant, ils sont vus. Parce que ça va fonctionner. Là, on avait des ferries à Ouistreham qui perdaient le GPS et qui c'est pour ça qu'on a fait le guide aussi, ils ont mis un certain temps à nous signaler. Et on allait sur site, faire des mesures et autres, on a vu des capitaines qui nous ont dit quand même, oui, c'est super gênant, parce que bon, il y en a qui disent oui, il y a des méthodes classiques, il y a des radars, etc. Ils ont quand même des tas de systèmes de visualisation hyper fins avec le GPS pour arriver, pour se mettre à quai, et ils sont quand même à 1 mètre près et il y a des bancs de sable autour. Donc ils m'ont dit, il y aura eu du brouillard, plus du brouillage bien sûr, on s'échouait. Bon, d'accord. Alors on a mis un système pendant un certain temps, on n'a pas retrouvé, on pense qu'il y a eu quelqu'un qui s'est garé sur un des parkings avec un brouilleur. C'est plus que probable parce que dans la même journée il y a eu 3 ferries qui avaient eu le problème. Voilà. Mais comme quoi, c'est vraiment sensible. Ils ont pris du retard parce qu'ils ont cherché aussi, ils avaient leurs équipements en retard. Ils ont appelé les Anglais de l'autre côté en disant on a besoin d'un pilote, on n'a plus de GPS, etc. Enfin, c'était assez sensible et ça peut poser problème. Là, on avait, sur une recherche scientifique, où le GPS est utilisé pour vérifier le temps, la qualité, l'humidité de l'air
Et du coup, par l'arrivée du signal GPS, sur le Marion Dufresne dans les terres australes. C'est génial comme truc, sauf que dans une réunion, ils expliquaient qu'ils avaient un brouillage. Je dis, mais vous connaissez la NFR? Mais si, il faut nous demander, allez-y, allez-y. Donc on les a presque forcés de nous demander. En plus, on a une antenne à La Réunion, et le Marion Dufresne s'est arrêté 3 jours. Donc on a trouvé assez vite, en fait, c'est qu'ils ont installé leur système après les autres systèmes, et un système de recherche indépendamment des systèmes radio classiques du navire, et il y avait une antenne iridium trop près, donc saturation. Il suffit de changer de place. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous demander. Et puis sur les JOP, on a eu aussi un cas de brouillage GPS avec un drone qui devait servir pour la cérémonie d'ouverture pour prendre des images, des péniches. Et sur les péniches, il y avait aussi des caméras et le long de la Seine. Le drone ne pouvait pas décoller, donc on a été appelé, parce qu'on était là pour le contrôle du spectre et la protection contre les brouillages pendant les Jeux. On est venu avec des équipements, un camion de laboratoire, des équipements classiques à laser de spectre, mais également nos capteurs dont j'ai parlé, Jade, pour vérifier les GNSS. Ils nous ont bien montré qu'il y avait une très jolie probabilité de brouillage, tout à fait. Donc on avait un signal effectivement, en fait proche des caméras, parce que les caméras avaient été mises dans des bandes 1500, qui ne sont pas utilisées pour ça d'habitude, mais pour les JO, il a fallu rajouter des fréquences qui ne sont pas utilisées pour ça, pour pouvoir permettre à tous les médias, les athlètes, tous les services, de pouvoir utiliser les radiofréquences dont ils avaient besoin, parce que le nombre de liaisons sans fil était très important, donc il a fallu chercher dans d'autres bandes, et pour les Jeux, il y a eu des choses qui étaient utilisées qui n'étaient pas d'habitude. Et c'est proche du 1575-42. Normalement, c'est bon, sauf que elles n'étaient pas assez filtrées, ces antennes, donc elles faisaient des signaux hors bande qui aveuglaient totalement le drone. Des filtres ont été posés. C'était juste à côté de la caméra, dans quelques mètres, il y avait encore quelque chose, mais c'était mieux. Et comme quoi, il y a des difficultés de cohabitation quand même. Il faut être vraiment, faut bien mettre des filtres dans ces équipements. Alors on a aussi des mamies qui font des choses étranges. À Valence. À Valence, près d'une entreprise high-tech bien connue, que je n'aimerais pas, qui fait aussi des antennes, réception de GPS, et qui... ça ne marchait plus, on ne pouvait plus capter le GPS. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On est tombé devant une maison, une mamie. Dans ces cas-là, on fait allumer et éteindre l'électricité, ça vient bien de là, voilà, parce qu'il faut chercher l'équipement. C'était sa box internet qui s'était mis à émettre dans la bande GNSS. Bon, beaucoup de discussions. Le fils est arrivé, c'est compliqué. Et puis l'entreprise a été très sympa, elle a laissé un jour quand même pour que l'opérateur change sa box parce qu'elle n'avait pas de téléphone sinon, bref. Passe les détails, mais comme quoi, les hackers russes, ils se transforment ils se déguisent en mamie de Valence, c'est incroyable. Non, je plaisante. Voilà, donc c'est pour dire que tout peut arriver, on a beaucoup de brouilleurs comme cause, mais on peut vraiment avoir n'importe quoi. Alors en septembre 2020, c'est là qu'on était sur une vedette de la gendarmerie maritime du Havre, qui nous a permis de rechercher en fait un brouillage GPS qui était signalé par des pêcheurs dans un port. Et c'est très compliqué, c'est fait, on a cherché voir si les balises étaient en défaut, parce que n'importe quel équipement en défaut peut faire des jeux. Alors en final, c'est un truc idiot, parce que en final, il y avait sur un des navires de pêcheurs, il y avait un système GPS qui était en rade, en fait, le récepteur. Et on a trouvé autre chose qui n'a rien à voir, mais les gens pensaient que c'était un brouillage GPS, mais c'était l'AIS qui fonctionnait, parce que l'AIS anti-collision, était brouillée, la fréquence AIS, par un service radio, un système radio installé pour un camping. On trouve de tout. Alors là, c'est des câbles qui ne sont pas GPS, mais c'est juste pour dire qu'on trouve quand même assez régulièrement des brouilleurs, et de temps en temps, quand les gens achètent des brouilleurs pour diverses utilisations, quand ils prennent des brouilleurs multibandes et qu'il y a aussi l'antenne GPS, ils allument tout, ils n'en savent rien, et puis ils peuvent effectivement affecter aussi le service. Voilà, on avait, je pensais que c'était en fait à Grenoble hier soir, mais non, c'est Clermont-Ferrand, on a eu un cas très très sympathique, c'est aussi une cuvette en fait, Clermont-Ferrand, et la personne habitait en haut d'un immeuble très haut, et avec un brouilleur, il brouillait, je ne sais plus si j'ai mis le nombre, 24 antennes relais quand même, donc un nombre de personnes considérable. Voilà. Et puis, comme c'était un quartier un peu difficile, les OPJ à qui on a demandé de venir nous ont sécurisé aussi avec vraiment des gens armés, tout ça. Puis le chien est arrivé pour unifier les choses, rien trouvé.
On ne sait jamais. Hein, non, mais ça peut être dangereux aussi, parce qu'il y a des quartiers aussi où les gens n'aiment pas trop que finalement on est étatique aussi quelque part. Hein, donc ça peut être dangereux, même si on vient rétablir les communications. Mais là, voilà. Alors là, oui, la raison était extraordinaire. Hein. La personne qui a dit « j'avais ce brouilleur ». Oui, mais c'est parce que je ne voulais pas que mes voisins utilisent mon Internet, mon Wi-Fi. Voilà. Bon, parfait. Le mot de passe, tout ça, je ne sais pas. Bon. Non, mais on a des trucs extraordinaires. Alors ça, c'est le père de famille qui se dit, tiens, mes enfants utilisent leur téléphone la nuit, je vais brouiller toutes les nuits. Juste la nuit. Ah oui, mais toutes les nuits, l'opérateur est brouillé, donc on intervient de nuit, on mesure bien, on va pas déranger les gens la nuit, donc on a attendu le matin pour aller taper à la porte du monsieur qui donner son brouilleur aux gendarmes et qui ne leur fera plus. On a la personne aussi qui a Sarreguemines. Alors lui, il a brouillé tout, il a acheté des gros brouilleurs, c'est des trucs un peu chers ceux-là quand même. Donc déjà, il brouillait tous les opérateurs mobiles, donc c'est les opérateurs mobiles qui nous ont signalé parce qu'ils supervisent bien leur réseau. Il n'y a pas d'aéroport juste à Sarreguemines, donc on n'avait pas de plainte spécifique de ce domaine. Mais alors lui brouillait tout parce qu'il pensait que ses voisins lui envoyaient des ondes. Donc il avait tapissé déjà tout son appartement avec de l'aluminium, hein, c'était partie des gens qui se considèrent électrosensibles. Et il pensait que comme on lui envoyait des ondes, finalement, avec un brouilleur, c'était bien, et il dormait avec. Et en même temps, il avait pas des ondes. Bon, alors on s'est dû expliquer que c'était pas cohérent. Bon, mais c'était... Voilà, il y a un côté nocebo, placebo mélangé, c'est pas très clair. Ceci étant, donc la police le connaissait, donc on était sympa une fois, deux fois, mais il a fait 2 récidives. À la fin, il y a eu quand même une procédure, c'est passé au tribunal, il n'a pas eu grand-chose parce qu'il n'avait pas eu peut-être une petite amende, mais il n'a pas recommencé, il a fallu ça pour qu'il comprenne, quand même c'est perturbé beaucoup de monde, s'il empêche les appels d'urgence ou autre, c'est quand même, c'est des impacts d'un brouillage peuvent être vraiment critiques. On n'est pas tout seul dans les fréquences. Et là, c'est l'autre mamie, parce que les mamies, je sais pas, j'aime bien les brouilleurs en fait. Alors, l'autre, c'était pas un brouilleur, c'était sa pauvre box qui marchait pas bien. Mais là, c'était une mamie qui en avait marre de voir les jeunes traîner devant chez elle. Donc, ça c'est aussi un usage de brouilleur qu'on trouve de temps en temps. Voilà, les gens se disent tiens, pour que j'ai pas de jeunes devant chez moi. C'est vrai que son téléphone mobile, ils sont pas bien, donc ils s'en vont. Sauf qu'elle brouillait toute la ville, la petite ville. Donc, nous, au départ, on intervient. Brouilleur. Les agents, hop, vont chercher un OPJ pour pas être seul. Donc ils reviennent avec les gendarmes. Le maire voit ça, il arrive. Enfin, tout le monde est là, quoi. Elle s'est fait gronder, la Germaine, hein, par le maire. Il lui dit bon. Voilà, c'est dans le pot de fleurs. Alors les agents, ils ont eu du mal, hein, parce qu'ils cherchaient à l'intérieur, ils pointaient vers la fenêtre. Et il est où ce brouilleur? Ils pensaient. Vous n'avez jamais vu un brouilleur, voilà, comme ça, en pleine nature. Alors au niveau international, il y a une résolution de dernière réunion européenne, conférence européenne sur les radiocommunications, hein, sur la protection contre les brouillages du GPS, c'est pas mal. Du coup, il y a à la CEPT, qui est la conférence européenne, enfin c'est l'Europe étendue, hein, c'est plus de, je sais pas combien de pays, mais c'est l'Europe au sens plus géographique, on va dire. Il y a un work item au frequency management, voilà, et dedans pour travailler, et donc aujourd'hui ça avance bien, voilà, j'ai fini, pour faire une recommandation pour essayer que tous les pays interdisent la possession des brouilleurs. Aujourd'hui, finalement, l'usage est interdit sauf dérogation, mais pas la possession. Parce que si on ne fait pas un texte de loi spécifique, il n'y a rien dans l'UIT, il n'y a rien ailleurs, il n'y a rien qui se transpose en possession illégale. Et en même temps, si on veut mieux lutter, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mon chat. J'en ai un autre, mais il ne fait pas ça. C'est des questions. Et j'ai dépassé mon temps, je pense. Le microphone. Pour les questions, pas parce que Est-ce qu'il y a des questions? Certainement. Là où? Non? Bon, je vais poser comme ça, à mon avis, les gens vont entendre. Oui. J'ai une question qui est très naïve de quelqu'un qui ne connaît pas tout le détail. Parce que parfois tu parles de GNSS, parfois de GPS. oui. Mon téléphone, il est branché GPS. Un téléphone, maintenant, il doit avoir du Galileo. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il n'y avait que quelques téléphones qui avaient GPS et Galileo. Maintenant, je pense que tous les téléphones, enfin, si les récents,
il fait GPS et Galileo, il a les deux, il utilise les deux constellations. Donc c'est utilisé sans qu'on le sache, Galileo dans plein de services. Par contre, dans les récepteurs des avions, par exemple, vous avez le GPS aujourd'hui. Dans le maritime, c'est souvent GPS GLONASS. Enfin, Galileo n'est pas encore mis dans tout type de récepteur, mais dans le grand public, dans les téléphones en tout cas, dans tous les récents, il y a. Donc, la deuxième question est de savoir, du coup, l'agence est en charge de protéger tous les GNSS, quel que soit le pays qui le produise. Oui, en fait, oui, bien sûr, on va protéger en fait les fréquences GNSS pour tous ces différents usages. Si le GLONASS est brouillé et quelqu'un va se plaindre, on va aussi intervenir, bien entendu, parce que en fait, c'est... Oui. D'ailleurs, on a eu un brouillage, j'en ai pas parlé, d'un yacht qui avait un système anti-drone paparazzi, mais qui brouillait très très large. En Hollande aussi, il y avait un cas comme ça. Et en final, le signal brouilleur, alors lui, c'était différent. Il brouillait le GPS, mais pas le GLONASS, parce qu'il est un peu plus à gauche. Mais oui, bien sûr. Puis souvent, les brouilleurs, ils sont assez larges, ils vont essayer de faire un peu tout. Des fois, ils font L1, L2, GPS, peu importe, on va traiter tout. Hein. Je peux demander aussi une question très naïve. Est-ce que j'ai bien compris que le GNSS est le backbone du système et GPS, GLONASS, Beidou sont en fait des constellations de satellites qui produisent les signaux captés par le capteur au terre. Et si c'est le cas, quelle constellation je peux recevoir avec mon iPhone? C'est que GPS. Non, je pense que sur l'iPhone, il y aura GPS et Galileo à tous les coups. Est-ce qu'il y a une menace aussi ou pas? Je ne sais pas trop. Il y a au moins quelqu'un qui sait. Maintenant, du coup, en général, c'est une monofréquence, que la même bande. En général, il y a les 4 constellations qui émettent le signal sur cette bande-là. On fait les 4 et en général, c'est un mix de la solution des 4 solutions qu'on utilise. À un moment donné, les téléphones, il n'y avait pas toujours Galileo, maintenant il est sous les brouillards. Par contre, l'aviation civile a un intérêt de pouvoir recevoir tout. Non, mais après, c'est bien, ça fait partie dans le guide qu'on a fait pour le secteur maritime. On dit qu'effectivement, une méthode d'être plus robuste, ça peut être d'avoir des systèmes plus multi-constellations, mais c'est plus cher. Et après, il y a des secteurs dans lesquels les systèmes ils ont une certaine durée de vie, donc on ne les change pas aussi vite. Mais effectivement, c'est toujours mieux d'avoir plus de constellations. Après, faut aussi regarder les différentes bandes. Il y a la bande de 6 qui arrive haute précision Galileo, il y a tout ce qui est aussi authentification. Donc effectivement, on peut avoir des capteurs qui permettent d'utiliser d'autres bandes du signal ou de différentes constellations pour être plus résistants ou résistants au leurrage. Donc après, c'est des choix, mais ça va dépendre aussi de l'investissement qu'on veut faire, voilà. Et puis de la possibilité. Mais oui, et puis des obligations un peu internationales, l'OMI par exemple pour le maritime, entre GPS et Galileo, enfin, quelles sont les obligations? Ça peut mettre du temps aussi de changer dans certains systèmes. J'avais deux questions. Sur la partie punitive, donc le brouillage c'est 6 mois, 30 000 €, le leurrage c'est plus cher ou Alors aujourd'hui, le leurrage en fait, alors je veux dire que bon, là c'est les sanctions au sens code du poste et communication, hein, c'est les PV qu'on peut faire. Quand on a une activité qui est plus ou moins offensive ou criminelle, on peut toujours ajouter d'autres sanctions, qui sont des fois plus fortes, c'est bien. Aujourd'hui, dans le projet de loi résilience, les brouillages passeraient à 3 ans en prison et 75 000 € d'amende, et les brouilleurs illicites à 5 ans et 150 000 € d'amende. Donc voilà, ça serait beaucoup plus comme de la cyber en fait. Et en même temps, on aurait les usages de fréquences défense et autres qui passeraient aussi à 5 ans, dans les deux sens. Hein. et maître, et bon bref. Et du coup le leurrage serait inclus dedans, puisqu'on émet de façon illégale en GNSS. Sinon, on a en fait quelque chose sur les faux signaux, donc je crois que c'est 1 an de prison, mais c'est que les faux signaux de détresse, donc on n'a pas ça, alors que dans l'UIT, il y a un règlement qui
qui interdit les faux signaux. Voilà. Et donc, bon, peut-être que bon, à terme, on pourra transposer ça. Mais en fait, si on arrive à avoir nos sanctions, là, on sera bien. Donc, mais, je sais pas, mettez des pattes de lapin, je sais pas. Et j'avais une seconde par rapport à ce qui se passe aux frontières, et notamment savoir s'il existe des dépendants de la NFR sur les pays autour. Ah oui. Voilà. Oui, en fait, il y a la CEPT, OFM, on est entre toutes les agences, effectivement, de ces pays-là, et puis à l'UIT, il y a des groupes de travail sur le contrôle du spectre. Pareil, c'est toutes ces agences, donc chaque pays a bien une entité qui va gérer ça. Et quand l'UIT a fait un formulaire spécifique, quand on pense qu'un brouillage d'un pays voisin, on lui envoie un AP10. Bon, après, il y a des pays peut-être qui vont plus ou moins faire les choses. Voilà. Ça, c'est des cas compliqués ou des cas au niveau vraiment brouillage satellitaire volontaire ou autre. Des fois, c'est plus complexe. Mais voilà. Et inversement, s'ils ont un brouillage, je pense que ça vient de chez nous, on lui demande d'intervenir et on le stoppe. On a eu des brouillages, il y a des brouillages qui sont sur plusieurs pays à la fois, effectivement. On n'a pas eu le temps de faire la P10, c'était le cas du brouillage en Hollande qui brouillait tous les navires sur l'Escaut, donc c'est la rivière entre la Belgique et les Pays-Bas. Et en fait, tous les navires se plaignaient, tout d'un coup, vous n'avez plus d'AIS, plus d'anticollision, c'est la panique. Leurs agences sont intervenues très vite, ils ont repéré un yacht qui a dit « Ah, j'ai mis par erreur le système, le brouilleur, c'est pour les drones, paparazzi, c'est un système qu'on a pour la protection de la vie privée. » Ah ouais, la protection de la vie privée, sympa. Ça brouillait quand même tout l'espace aérien du nord de la France, Pays-Bas, Belgique. Voilà. Bon. On n'a pas eu le temps de faire la P10, le truc a été réglé, mais voilà, c'est un cas comme ça. Une autre question. Oui, moi j'ai juste une question. Est-ce que les problèmes de brouillage, ça va permettre d'avoir un peu plus de poids pour ne pas se faire appliquer des bandes de fréquences parce que bon, moi je travaille dans l'aviation civile et je sais qu'on avait des bandes de fréquences, que ce soit les VOR ou les VME ou autres, on essayait de piquer nos fréquences pour des opérateurs. Ma question c'est est-ce que tous ces problèmes-là nous permettent d'avoir plus de poids vis-à-vis des opérateurs? C'est toujours, oui, ça donne plus de poids, notamment, moi je pense à Louis pour le temps universel, le fait qu'effectivement, on dit oh, je fais tout avec le GNSS, c'est très bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est bien quand ça marche, c'est vraiment précis et autres, mais il faut de l'alternative, il faut de la redondance, il faut d'autres systèmes, donc ça ouvre effectivement plus de discussions sur les aéroports tout GPS et autres. Je pense que s'il y a besoin de défendre plus des fréquences, je ne sais pas exactement de quoi, mais c'est des systèmes critiques. Et les opérateurs dépendent de vous. Donc vous avez un bon argument, c'est que l'antenne GPS, l'antenne 45G qui était tombée, qui ne marchait pas, qui était HS complètement parce qu'elle n'avait pas sa synchro GPS. Voilà. Donc ça les impacte aussi. Donc, est-ce que ça peut leur faire comprendre les risques des autres? Je ne sais pas. On va arrêter ici. Okay. Les autres questions restent pour la pause café. Alors,